Bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous de la mi-journée. Aujourd'hui, nous recevons Sabrina Medjeber. Bonjour. Bonjour. Vous êtes essayiste et chroniqueuse télé. Merci d'être avec nous sur les ondes de Radio JM. Bientôt 2 mois que les massacres du 7 octobre ont eu lieu dans le sud d'Israël. Comment expliquer, Sabrina Medjeber, selon vous, le manque de condamnation unanime de la communauté internationale à ce massacre terroriste ? Il s'explique pour différentes raisons. La première, c'est que le conflit israélo-palestinien ne date pas d'aujourd'hui et qu'il ne cesse malheureusement de s'envenimer consécutivement au pogrom perpétré le 7 octobre. Et aussi parce que il y a en Europe, en Occident, enfin en Europe et plus largement, en Occident, une immigration de culture arabo-musulmane très forte et un contexte également de djihadisme d'atmosphère pour reprendre les qualificatifs de Gilles Kepel. Donc tout ça constitue une poudrière pour lesquelles en fait les gouvernants prennent des précautions et deviennent très habiles dans le langage employé sur le plan diplomatique et sur le plan également national, parce que ce conflit israélo-palestinien ne fait que en réalité se réverbérer, on va dire ça, dans les différents pays en Occident. Vous avez certainement vu comme moi les différentes manifestations pour la cause palestinienne. Je rappelle, et je ne cesserai de le dire, qu'il n'y a que la cause palestinienne qui mobilise les ressources identitaires des pays arabes et qui réussit à les agréger. En dehors du conflit israélo-palestinien, la cause palestinienne n'interpelle pas les pays musulmans et ne fait pas l'objet de différentes manifestations pour l'honneur de cette cause dans les différents pays occidentaux. Il n'y a que la cause palestinienne qui soit mobilisatrice, mais elle l'est en réalité pour la simple raison qu'elle est dirigée contre l'État d'Israël et contre les Juifs. Mais ce qui est fou, c'est que ce que vous dites, ça n'est pas incompatible avec la reconnaissance du massacre terroriste. On peut effectivement être pour la cause palestinienne, mais on peut aussi admettre que le 7 octobre, il s'est passé un massacre terroriste. Absolument, et c'est là en réalité toute la laideur sémantique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même en France, vous le savez tout aussi bien que moi, cher Sacha, il y a une confusion sémantique entre la cause palestinienne que vous vous rappelez à juste titre, qui est une cause à défendre, qui ne souhaite pas 2 États, qui ne souhaite pas qu'il y ait une coexistence pacifique entre 2 peuples. Ça, personne n'a de visée eschatologique ou manichéenne. En revanche, qualifier le Hamas de mouvement de résistance, ça c'est extrêmement dangereux parce que ça instille dans les esprits une forme de légitimité de cette barbarie qui a été perpétrée, encore une fois, et nous cessons de le rappeler, par une organisation terroriste légitimement élue en 2007 par le peuple palestinien, mais qui a manifesté contre lui cet été et qui a commis l'abomination dont les mots sont dérisoires pour qualifier cette barbarie. Et ne pas différencier la cause palestinienne ou la résistance palestinienne par rapport, par exemple, à la colonisation en Cisjordanie ou par rapport à la politique de Benyamin Netanyahou, qui est tout à fait critiquable. Tout le monde a le droit de critiquer la politique d'un gouvernement, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est qualifier le Hamas pour ce qu'il est, c'est-à-dire une organisation terroriste à visée eschatologique du Juif et d'Israël. Ni plus, ni moins que ça. Alors on va parler évidemment de l'impact de cette situation en France. Depuis le 7 octobre, de nombreuses attaques antisémites ont eu lieu sur notre territoire, mais aussi partout dans le monde. C'est les répercussions. Et on a l'impression que cet antisémitisme était déjà là, Sabrina Medjeber, et qu'il a fallu ce massacre pour le révéler finalement aux yeux de tous. C'est bien ça ? Alors, l'antisémitisme en France a toujours existé, qu'il soit issu de l'extrême droite parce qu'elle considère que c'est une menace pour l'identité nationale, ou par l'extrême gauche qui considère que les Juifs sont détenteurs du pouvoir et que donc ce sont les mauvais capitalistes prédateurs à abattre. Donc, l'antisémitisme est instillé dans différents esprits.
Et évidemment, vous avez dit le mot juste, c'est-à-dire répercussion. Le conflit israélo-palestinien s'est répercuté en Occident. En France, on a eu, en l'espace de 3 semaines, une montée équivalente à toute l'année 2022, une montée des actes antisémites. Et je rappelle que ces actes antisémites ne sont que la traduction judiciaire, c'est-à-dire qu'ils ne concernent que les personnes qui ont osé déposer plainte. Mais il ne faut pas oublier l'ambiance, si vous voulez, l'atmosphère générale de peur, d'angoisse, d'encaissement, d'extraction de la vie publique, parce que on a peur d'être reconnu, parce qu'on a peur d'aller à la synagogue pour le Shabbat, en famille ou avec des amis. Et tout ça, malheureusement, est une réalité. Maintenant, effectivement, vous avez tout à fait raison. Dès lors que se produit ce conflit israélo-palestinien, il y a une exaltation de la haine du juif, donc de l'antisémitisme pour ce qu'il est en réalité. Donc ça, c'est une traduction juridique et politique que personne ne peut nier. Dans cette même lignée, on va parler de la non-réaction des mouvements féministes aux féminicides et viols de masse opérés pendant le massacre du 7 octobre. On a vu à Paris, effectivement, un groupe de femmes revendiquer et demander la revendication de ce féminicide et viol de masse. Que pensez-vous de cette absence de réaction concernant les femmes juives violées en Israël le 7 octobre ? Alors, c'est une très très bonne question et c'est effectivement un très lourd constat et dramatique d'ailleurs. Les féministes, ce que j'appelle moi les néo-féministes, aujourd'hui sont des féministes différentialistes. Elles ne sont plus du tout dans la dynamique intellectuelle d'une Elisabeth Badinter ou d'une Simone de Beauvoir à viser universaliste, et je tiens d'ailleurs à rendre hommage à Caroline Yadan, qui est députée de Paris, Renaissance, qui a demandé justement à Bérangère Couillard d'arrêter les subventions de ces associations féministes qui ne sont plus dans le féminisme universaliste et qui n'ont jamais, depuis le pogrom du 7 octobre, apporté leur soutien aux femmes violées, brûlées, assassinés dans une abomination, encore une fois, innommable. Pas une fois nous avons entendu une féministe en France prendre la défense et rendre hommage et dénoncer, ne serait-ce que dénoncer ce féminicide de masse que Yael Mellul a consacré dans une pétition que j'ai d'ailleurs signée pour reconnaître ce féminicide de masse. Alors maintenant, ça s'explique parce que les femmes juives sont déconsidérées, car selon ces féministes différentialistes, que ce soit Sandrine Rousseau ou ses consorts, parce qu'elles sont considérées comme étant des bourgeoises privilégiées. Vous savez qu'il y a une lecture aussi de la norme féministe aujourd'hui qui considère que les racisés, qui sont donc les héritiers de peuples colonisés, doivent être protégés, y compris dans leurs pires abominations. C'est pour ça qu'on a, par exemple, des féministes qui protègent les islamistes, parce que le patriarcat islamiste, dans leur grille de lecture anthropologique, n'a pas le droit d'exister, puisque la femme voilée, même si le mari lui impose le voile de force et qu'elle est dans une servitude accomplie, eh bien, le patriarque islamiste, lui, il doit être protégé parce qu'il est considéré comme étant ou comme faisant partie d'une minorité, celle des racisés et donc des opprimés. C'est pour ça aujourd'hui que les femmes juives ne sont pas défendues corps et âme par toutes les féministes, et même sans être féministes, c'est-à-dire même sans être dans la lutte, même en tant que femmes. Oui, juste une reconnaissance, tout simplement. Exactement, nous devrions toutes être profondément choquées et reconnaître ce qui s'est passé. Mais dans l'esprit de ces féministes différentialistes qui tairont toujours l'emprise communautaire, qui tairont toujours le patriarcat, qui tairont toujours les féminicides de masse, elles le font et elles le feront toujours parce que il est commis par des minorités racisées, fustiles, et je le dis bien, fustiles ou fustelles, pardon, des terroristes.
Aujourd'hui, les Juifs de France ont peur. Heureusement, et notamment à Marseille, la communauté musulmane est très présente et manifeste sa solidarité. Cela n'est pas le cas partout, et notamment à Paris, où on rappelle le recteur de la mosquée de Paris a refusé de marcher lors de la grande marche contre l'antisémitisme il y a quelques semaines. Comment vous l'expliquez qu'il n'y ait pas une unanimité de la communauté musulmane derrière les Juifs de France qui aujourd'hui se sentent menacés? Alors, je pense qu'il y a beaucoup de Français de confession musulmane ou de culture arabo-musulmane qui sont solidaires avec les Juifs de France, mais qui ont peur de s'exprimer par peur des représailles. Chaque personne de culture musulmane ou de confession musulmane qui défend les deux peuples et qui surtout qualifie ce qui s'est passé pour ce qu'il est, c'est-à-dire un pogrom, eh bien, se voit envoyer des raids numériques, lancer des fatwas, se voit conspuer, menacé de mort, invectivé dans la rue, sali, suivi. J'en ai fait les frais personnellement, et il y en a d'autres. Hein. Il y en a d'autres. Oui, il y a Mohamed Sifawi, il y a le Mohamed Sifawi, Boualem Sansal, Kamel Daoud, Fatia Boujalat, qui a écrit justement dans Ouest France une tribune hashtag Je suis juive. Sa famille a été menacée, elle-même a été menacée. Naïma M. Fadel, qui a été présente sur le plateau de Laurence Ferrari, eh bien, on a balancé une vidéo sur TikTok qui a fait des dizaines de milliers de vues, qui ont menacé sa famille, qui l'ont beaucoup inquiété. Donc, vous voyez, donc à chaque fois qu'on prend parti de la raison, c'est-à-dire vraiment du logos, la rationalité, eh bien, en tant que Français de confession musulmane ou de culture musulmane, il y a de facto des fatwas qui sont lancés, et comme tout le reste que je viens de vous expliquer. Donc ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est le jeu hypocrite également des autorités musulmanes, et je pense, comme vous l'avez indiqué, ma chère Laura, notamment du recteur de la mosquée, de la grande mosquée de Paris, qui déjà au lendemain des actes, du chiffrage des actes antisémites par le ministère de l'Intérieur, les avait contestés, en disant que dans un communiqué de presse, qu'il existait également des actes anti-musulmans. Moi, j'en ai fait part sur le plateau de Laurence. À ma connaissance, je n'ai pas vu une montée exponentielle des actes anti-musulmans, ce qui m'a valu une fatwa numérique. Il a récidivé dernièrement avec la marche contre l'antisémitisme en précisant qu'il n'y assisterait pas, parce que pour lui, la valeur d'une manifestation, c'est celle de tous les racismes. Mais vous voyez, là où c'est très pernicieux, c'est que il ne s'agit pas de manifester contre tous les racismes. Évidemment que nous manifestons contre tous les racismes. Il n'y a pas de cause qui soit plus noble qu'une autre. Mais là, en l'espèce, il s'agit d'un contexte particulier où il y a une montée des actes antisémites, et que normalement, en tant que représentant d'un culte, il doit être solidaire avec ses frères juifs. Il doit être solidaire en tant que républicain pour la lutte contre l'antisémitisme au nom de la fraternité de la République. Eh bien non, là on tombe dans le piège de la lecture victimaire des rapports sociaux, des idéologies et des causes qui doivent être combattues. Ce recteur de la mosquée de Paris n'a pas été en mesure, n'a pas été capable de reconnaître l'antisémitisme et de le combattre. Et à l'inverse, celui qui le fait, l'imam Hassan Chalgoumi, lui, il est persécuté, il est menacé de mort, il est sous protection policière. Heureusement, oui, évidemment, c'est très inquiétant. Nous, à Marseille, on a beaucoup de chance parce qu'on a un rabbin qui s'appelle le Rav Ben Dao, qui officie dans les quartiers nord de Marseille et qui invite régulièrement des amis imams pour intervenir dans des synagogues et créer ce dialogue interreligieux qui, selon tous, évidemment, est nécessaire en ce moment. Finalement, ce que vous nous dites, Sabrina Medjeber, c'est que vous prenez un risque à chaque fois que vous parlez de ce sujet. Bien sûr, énormément, bien sûr. Dernière question. Oui, allez-y, je vous en prie. Non, c'est bon. Je répondais simplement à votre question. Aujourd'hui, la position de la France et des États-Unis diverge concernant la réponse d'Israël à Gaza. Comment expliquer qu'Emmanuel Macron freine des 4 fers désormais et exhorte Israël d'un cessez-le-feu ? Il exhorte Israël d'un cessez-le-feu parce qu'encore une fois, il a parfaitement conscience que la France est une poudrière. Voyez-vous, il y a encore eu un attentat samedi. Oui. Donc Emmanuel Macron n'est pas idiot, Gérald Darmanin non plus. Les renseignements territoriaux ainsi que la DGSI font très bien leur travail, mais il n'empêche que cette menace
djihadistes existent et que on sait d'après l'enquête, d'après les premiers mots du procureur, que ce terroriste l'a fait parce que les musulmans sont tués à Gaza. Donc ça devient une revendication aujourd'hui djihadiste. Donc Emmanuel Macron ménage la chèvre et le chou parce qu'il sait pertinemment qu'il y a un danger réel en France d'explosion terroriste, sachant que nous sommes déjà en urgence attentat au plus haut du panier du plan Vigipirate. Après, en termes de relations diplomatiques et politiques internationales, moi je me permettrais de dire qu'il a fait une déclaration récemment en indiquant que sans le cessez-le-feu, la guerre prendrait ou durerait 10 ans. Moi, j'ai envie de répondre au président de la République que si Israël n'anéantit pas, le Hamas, ça va durer 100 ans, en fait. C'est qu'il y a une obligation de survie. C'est pas simplement une guerre conventionnelle, c'est une question de survie existentielle de l'État d'Israël. Pour clôturer cette interview, est-ce qu'on peut croire en un optimisme quand même dans le futur? Est-ce qu'on peut finir sur une note un peu positive? Est-ce que vous pouvez l'être aujourd'hui, Sabrina Medjeber? Ou c'est compliqué d'être optimiste? Je pourrais l'être si les pays arabes cessaient leur hypocrisie, si les dirigeants du Hamas assumaient leur position plutôt que de vivre milliardaires qu'ils sont à Doha sans protéger leur population. Je pourrais être optimiste si effectivement le droit international créait 2 États. Je pourrais être optimiste si les mamans israéliennes et les mamans palestiniennes tenaient leurs enfants main dans la main. Je pourrais être optimiste si la politique internationale était idoine par rapport au conflit et qu'elle mobiliserait en fait toutes les ressources existentielles et philosophiques du monde arabe et d'Israël. Voilà. Merci beaucoup pour ces mots, Sabrina Medjeber, d'avoir été avec nous sur les ondes de Radio JM. À très bientôt. Je vous en prie. Excellente fin de journée. Également. Merci. Pour voir ou revoir cette interview, n'hésitez pas à aller sur le site radiojm.fr, notre page Instagram ou Facebook, ainsi que l'application Radio JM. Très bel après-midi à tous.